それでは、ロラン・ベレー先生のご紹介を簡単にさせていただきたいと思います。ベレー先生は現在、ソルボンヌ・ヌーベル大学の教授でいらっしゃいますけれども、まさに、映画、そしてオーディオビジュアルの専門家、特にですね、映画史を専門とされている先生でございます。そして、そのアプローチの仕方はですね、映画を社会文化の中で位置づけて考えていくというそういうアプローチでございまして、とりわけ第一次世界大戦に関して映画がそれをどのように描いたのか、その表彰の仕方といったものをですね、文化史のコンテクストの中に置き直して考察するといったお仕事をされています。たくさんのご著書があるのですが、簡単にその一部だけをご紹介しますと、La Grande Guerre au cinéma de la gloire à la mémoire という、映画に描かれた大戦の様子と、栄光から記憶へという2008年のご著書がありますし、Avènement d'une culture visuelle de guerre, le cinéma en France de 1914 à 1928という、戦争の視覚的な文化の到来ということで、1914年から28年のフランスにおける映画といったご著書、それ以外にもですね、たくさんの強調の形で、映画と社会の関係といったものについて、取り組んでいらっしゃいます。本日のご発表は1930年代末のフランス戦争映画における女性表彰の映画的特徴と社会的問題ということです。それではよろしくお願いいたします。Tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce colloque, messieurs Kan Nozaki et Nao Sowada, de m'avoir invité. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais, avant de commencer cette intervention, rappeler que le cinéma, quel que soit le pays où l'on se situe, est une pratique culturelle dans laquelle se jouent non seulement des lignes de front artistiques et esthétiques, mais aussi des enjeux idéologiques, des rapports de force et des questions sociales importantes qu'il est intéressant d'étudier pour comprendre les imaginaires et les mentalités des sociétés. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse, entre autres, aux représentations filmiques de l'histoire. Un film historique n'est pas une tentative de reconstitution fidèle d'un événement réellement arrivé, mais une mise en scène fictionnelle, ou qui peut être aussi documentaire, avec ses raccourcis, ses simplifications, à partir des représentations différentes, symboliques ou authentiques, que la société s'en fait à un moment donné. Représentations qui sont moins le reflet de cette réalité présumée que la trace qu'elle a laissée dans la mémoire des individus et des groupes avec ses distorsions, ses excès et ses déficiences. C'est particulièrement vrai s'agissant de la Première Guerre mondiale, événement matrice du XXe siècle dont l'ampleur et les conséquences ont été considérables. Décennie après décennie, comme le soulignent les historiens, les historiennes, les spécialistes, sa présence au sein de la société française, loin de diminuer, s'est au contraire accrue. On pourrait même dire que ce conflit, le plus long et le plus meurtrier que l'Europe ait jamais connu, est devenu la métaphore des horreurs du siècle dans son ensemble. Sans doute, cela s'explique-t-il par le fait que, dépassant toutes les limites de la raison, c'est un champ inépuisable pour l'élaboration de récits différents, de questionnements infinis. La dimension symbolique de la Grande Guerre, comme on l'appelle, tient au fait qu'elle contient une formidable brassée de destins glorieux ou tragiques, où se mêlent l'individuel et le collectif. Elle permet d'exprimer des espoirs et des craintes, d'où la place exceptionnelle que cet événement occupe au cinéma. On pourrait dire évidemment la même chose en littérature ou dans d'autres formes de création, mais c'est particulièrement vrai au cinéma.
et cela dès l'époque de la guerre elle-même, puisque le cinématographe, comme on l'appelait à cette époque, outil moderne par excellence pour les contemporains, va jouer un rôle essentiel en participant à la mobilisation des esprits, à l'engagement culturel et en incarnant la force visuelle de cet événement. Ce rôle majeur dans l'espace culturel a perduré par la suite. Nombreux sont les films en effet consacrés à 1914-1918, tournés durant les décennies suivantes, et beaucoup de ces films ont été réalisés par de grands cinéastes de différentes nationalités. Si certaines thématiques et caractéristiques formelles consacrées à la Première Guerre mondiale se retrouvent dans la majorité des réalisations, la plupart se modifient et l'usage qui en est fait change au fil du temps. Cette évolution est marquée par des étapes successives et des ruptures qui lui sont propres. Cette évolution, elle peut être divisée de manière un peu schématique en 4 périodes distinctes que vous voyez sur cette diapositive. D'abord, une phase que l'on pourrait qualifier d'héroïque et de patriotique, où les images, qu'elles soient de fiction ou documentaire, sont destinées à affirmer l'unité nationale. Donc la période chronologique, c'est disons 1914-1920. Une seconde phase que je qualifierais de commémorative, qui est sur le plan esthétique et artistique plus réaliste, et sur le plan idéologique, on va dire, plus pacifique, parfois même pacifiste. Elle s'échelonne de 1920 à 1939, donc c'est la période dite de l'entre-deux-guerres. Une phase critique, anticonformiste, avec une tendance très affirmée à la transgression, de 1947 à 1989, voire même à l'antimilitarisme dans le cas de certains films. Et enfin, une 4e phase qui est liée aux craintes surgies après la chute du communisme et le retour de la guerre en Europe avec les conflits notamment qui éclatent en ex-Yougoslavie au début des années 90. Cette tendance, d'ailleurs, cette 4e tendance se poursuit encore de nos jours, comme le prouvent plusieurs exemples de films. On notera d'ailleurs qu'elle s'est accentuée, pourrait-on dire, cette 4e tendance, à partir de 2014, entre 2014 et 2018, au moment de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, notamment en France, mais dans d'autres pays européens, sous l'égide notamment de la mission du centenaire qui a, pourrait-on dire, dynamisé non seulement les recherches, mais aussi les productions culturelles en lien avec ce sujet. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre de ma communication pour ce colloque organisé par la Maison franco-japonaise, je parlerai des caractéristiques cinématographiques et des enjeux sociétaux des représentations des femmes dans les films français sur cet événement, sur la Grande Guerre, qui ont été réalisés à la fin des années 30, donc qui appartiennent à la, on va dire, 2e catégorie que j'ai présentée. À ce titre, mon intervention portera plus spécifiquement sur 4 films qui ont été réalisés par des cinéastes que l'on peut qualifier d'auteurs. 2 de ces films ont été réalisés en 1937. Il s'agit de La Grande Illusion de Jean Renoir et de Marthe Richard, espionne au service de la France de Raymond Bernard. 2 autres films ont été réalisés en 1939, Paradis perdu d'Abel Gance et Le Déserteur de Léonide Mogui. À travers l'analyse des personnages féminins de ces œuvres et du jeu des actrices qui les incarnent à l'écran, il s'agira de comprendre comment et pourquoi le cinéma français propose alors une nouvelle interprétation, pourrait-on dire, de la mémoire sensible de la Première Guerre mondiale. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, il me semble que pour bien saisir les modalités et les raisons des changements de la représentation des femmes dans le cinéma français portant sur la Première Guerre mondiale à la fin des années 30, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il faut commencer par évoquer, au moins dans ces grandes lignes, la façon dont les femmes étaient mises en scène dans les films entre 1914 et 1918. D'abord, il faut dire qu'en France, lorsque la guerre éclate en 1914, le cinéma était une industrie très importante, un commerce florissant et un divertissement de masse. Ensuite, partant de ce constat, je défends personnellement l'idée, à travers mes recherches,
que le conflit mondial a été un formidable accélérateur de production visuelle qui dialogue entre elles dans la sphère culturelle. C'est la raison pour laquelle on peut parler d'une culture visuelle de guerre spécifique à cette période, où coexistent des dispositifs, des discours et des représentations qui rendent ce conflit visible. Une culture visuelle de guerre massive au sein de laquelle le cinéma, qu'il soit d'actualité, documentaire ou de fiction, occupe une place centrale. Précisons que cette culture visuelle, au cours des 4 années de guerre, n'est ni monolithique ni homogène. Bien évidemment, elle va évoluer. Or, parmi les thèmes abordés dans tous ces films, celui concernant les femmes est très important. Pour comprendre pourquoi, il faut rappeler qu'en 14-18, pendant que les hommes sont au front, ces dernières participent activement à l'effort national. Dans le cadre d'une guerre totale, longue et particulièrement meurtrière, le rôle de l'arrière est aussi déterminant que celui des combattants. Les femmes accèdent à ce moment-là à des responsabilités, à des activités professionnelles jusque-là masculines. Tant à la ville qu'à la campagne, les remplaçantes, comme on les appelle à l'époque, les remplaçantes des pères, les remplaçantes des maris, les remplaçantes des fils qui sont mobilisés, sont promues à de nouvelles responsabilités, d'où leur présence fréquente sur les écrans de cinéma. La production des fictions de guerre est absolument considérable entre 1914 et 1918. Elle s'inscrit dans le prolongement d'un genre très connu à l'époque, qu'on appelle le film patriotique. Ce genre débute dès les origines du cinématographe, c'est-à-dire dès la fin du XIXe siècle. Et c'est un genre qui connaît un succès important. Il se définit en mettant en valeur, on pourrait dire, les sentiments et les symboles nationaux. Il exalte le courage, l'héroïsme individuel ou collectif. Il glorifie l'action militaire en faveur du pays, dans un style plus ou moins moralisant, volontiers emphatique, souvent grandiloquent. L'examen des copies de films disponibles, l'examen des scénarios, des programmes et des affiches de l'époque tend à prouver que la quasi-totalité des sociétés de production cinématographique produisent de nombreux drames patriotiques. Dans ces films, on note la présence régulière des images des femmes pour incarner l'identité nationale et morale du pays. Ces images prolongent les effigies féminines utilisées dans les allégories des sociétés et des valeurs qu'elles défendent. Il suffit de penser à la figure de Marianne, vous en avez un bon exemple sur l'affiche qui est devant vos yeux, la figure de Marianne pour représenter la liberté et la République française. C'est flagrant lorsqu'on met en scène également, à l'époque, l'Alsace-Lorraine, les 2 provinces perdues par la France en 1870, dont il s'agit de prouver, bien évidemment, qu'elles n'ont qu'un désir, celui de retrouver la mère patrie, comme on dit à l'époque. Ces provinces, elles sont toujours représentées au cinéma, elles sont toujours personnifiées, pourrait-on dire, par de grandes actrices qui sont utilisées telles des icônes patriotiques. On trouve notamment l'actrice Réjeanne, l'actrice Jeanne Grunbach, célèbre comédienne du théâtre, qui vont être utilisées, ou des actrices plus jeunes, comme Lucienne Legrand, que vous voyez ici à l'écran, et qui personnifient donc ces provinces perdues. Pendant ce conflit long de 52 mois, la société française connaît un deuil de masse sans précédent. Et la silhouette la plus symbolique à l'arrière est certainement celle de la veuve, qui apparaît au cinéma, même si ses souffrances ne sont pas montrées de manière réaliste. Ainsi en va-t-il dans un film célèbre intitulé Mère française de 1917, réalisé par Louis Mercanton et René Herville, où le personnage principal est joué par la grande tragédienne Sarah Bernard, que vous voyez ici à l'écran. Sarah Bernard, dans le film, a perdu son fils et son mari, tombée au champ d'honneur, et elle va parvenir à surmonter son chagrin en continuant à se dévouer entièrement au pays, en devenant infirmière. Ici, comme dans toutes les situations où elles sont mises en scène, les femmes sont fortes et on exalte leurs valeurs nobles. Dans Gloire rouge, un autre film de 1917 réalisé par Albert Dieudonné, c'est encore le personnage féminin que vous voyez ici à l'écran qui fait preuve du plus grand patriotisme en donnant l'exemple à son compagnon qui est plutôt assez lâche.
Dans tous les cas, on insiste sur le sens des responsabilités des femmes, leur infaillible dévouement et leur admirable courage. Parmi celles-ci, le rôle des marraines de guerre est particulièrement mis en valeur au cinéma. C'est le cas dans Le Grand Souffle de Gaston Ravel, un film de 1915, où l'actrice principale que vous voyez ici sur l'affiche, Musidora, semble jouer son propre rôle, celui d'une comédienne à la mode qui chante des chansons patriotiques pour distraire les soldats convalescents dans la région de Marseille. Vous noterez que l'affiche fait référence à un tableau dont il a été question hier, La liberté guidant le peuple de Delacroix, qui est évidemment un tableau fort connu en France. On pourrait aussi citer un autre film dont vous voyez ici une image, Une page de gloire de 1915 d'un cinéaste Léonce Perret, où l'on découvre Denise, qui est jouée par une actrice française à la mode qui s'appelle Fabienne Fabrège, qui est orpheline, qui est élevée par ses grands-parents et qui décide, en dépit des interdictions et des dangers, de partir au front pour montrer à son mari l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Après maintes péripéties, elle est arrêtée sur la ligne de feu, assiste à une attaque de la ferme où elle s'est réfugiée, sauve le drapeau du régiment, c'est l'image que vous voyez à l'écran, et finit par rejoindre celui qu'elle aime dans un hôpital de l'arrière. La prééminence des femmes au travail, dans les actualités et les productions documentaires de l'époque est également très importante. Ici, vous avez une affiche très intéressante d'un documentaire de 1918, La femme française pendant la guerre, où l'on montre des femmes qui assument tous les métiers, à la ville comme à la campagne, tout en jouant un rôle essentiel au sein du noyau familial éclaté. Ainsi, ces personnages féminins apparaissent tels des héroïnes dans les films patriotiques, et cela s'explique, comme je le disais, par le rôle déterminant que les femmes jouent désormais dans la société française. En outre, et c'est lié évidemment en l'absence des hommes mobilisés, ces femmes constituent la part la plus notable du public des salles de projection pendant la guerre. Il est donc logique qu'elles soient plus présentes sur les écrans qu'auparavant, qu'il y ait plus d'héroïnes qui jouent dans ces films, puisque les spectateurs de l'époque, ce sont surtout des spectatrices, justement. Les spectatrices de l'époque, dont beaucoup sont des midinettes, des ouvrières dans les usines d'armement et des munitions, ces ouvrières, ces midinettes, elles peuvent plus facilement s'identifier à toutes ces femmes filmées. Elles admirent également les premières vedettes féminines de cinéma, comme l'intrépide Mistinguett, ou Suzanne Grandet, avec son côté espiègle, son rire éclatant. De même, elles suivent avec engouement les aventures subversives d'Irma Vep, interprétée par la sensuelle Musidora dans la série Les Vampires de Louis Feuillade en 1915-1916. Pendant l'entre-deux-guerres, évidemment, les choses vont changer. Les fictions inspirées par un patriotisme cocardier qui prévalait pendant la guerre vont disparaître progressivement des écrans français. L'horizon d'attente du public change, le sens donné au conflit également. La guerre juste, telle qu'elle avait été perçue entre 1914 et 1918, devient pour une majorité des contemporains une guerre absurde, insensée, où il n'y a ni vainqueur ni vaincu, seulement des morts et des perdants. Alors que le cinéma est devenu sonore et parlant à la fin des années 20, que c'est un loisir de masse, la production française va économiquement mal. Elle est écrasée par la suprématie des États-Unis. On est alors très loin de la situation durant la Grande Guerre, où la firme Pathé, par exemple, la firme Pathé Frères, dominait le marché national et international du film. C'est néanmoins durant cette période que verra le jour de ce que d'aucuns appellent l'âge d'or du cinéma français, entre 1934 et 1945. Dans ce contexte, au-delà des divergences politiques, le véritable sens du conflit, pour la majorité des Français à cette époque-là, c'est la paix. Parallèlement, alors que la Grande Guerre a marqué un tournant dans l'émancipation féminine, dès l'armistice, chaque sexe se plie aux injonctions de l'ordre social. Tout rentre dans l'ordre, pourrait-on dire. À partir de ce moment-là, évidemment, il y a toute une évolution sur laquelle je suis obligé de passer un peu vite dans les films pour arriver à cette fameuse période de la fin des années 30 qui marque donc la fin de ce qu'on appelle l'entre-deux-guerres.
Les anciens combattants, durant cette période, les anciens combattants dont les discours comptent beaucoup dans l'espace social, s'estiment investis d'une mission éducative pour perpétuer le souvenir des morts et des disparus, pour que cette guerre soit, selon l'expression du temps, la DER des DER. Cette idée est au cœur d'un des films les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, en tous les cas sur la Première Guerre mondiale, La Grande Illusion de Jean Renoir. Sorti à Paris durant l'été 1937, un an après l'arrivée au pouvoir du Front populaire et pendant l'exposition universelle, son succès public et critique est foudroyant. Ce classique de l'histoire du cinéma, considéré comme le chef-d'œuvre de son auteur, a été analysé maintes et maintes fois. Il n'est pas question ici d'en parler évidemment en détail, mais de retenir quelques aspects qui rentrent dans le cadre de ma démonstration. Commençons par rappeler que Renoir était un ancien combattant. Il a été chasseur alpin et puis après une grave blessure à la jambe en 1915, il s'est engagé dans l'observation aérienne. Une expérience perceptive qui contribua sans doute à développer son intérêt pour le cinéma. Il expliqua à plusieurs reprises par la suite que l'histoire du film, à la base de La Grande Illusion, était rigoureusement vraie. Elle lui avait été racontée, cette histoire, par plusieurs camarades de guerre, notamment le lieutenant Pinsard, un ancien aviateur, un as, comme on disait, qu'il retrouva en 1934 lors du tournage de Tony. L'écriture du scénario de La Grande Illusion avec Charles Spaak fut nourrie donc par les propres souvenirs de Renoir. Ce film, La Grande Illusion, narre les aventures d'un groupe d'officiers français, joués par Jean Gabin, Pierre Freinet, Marcel Dalliot, Julien Carrette, Gaston Modot, Jean Dasté, dans des camps de prisonniers en Allemagne, notamment dans une forteresse qui est commandée par le capitaine aristocratique von Rauffenstein, interprété par le grand comédien Erich von Stroheim. Malgré la guerre et leurs origines sociales différentes, ces hommes mènent une existence harmonieuse et plutôt agréable. La thèse de Renoir est connue. Elle visait à démontrer que les antagonismes de classe étaient aussi forts que ceux qui opposaient les nations en guerre. Par ailleurs, les relations entre les belligérants telles qu'elles apparaissent dans le film n'ont plus rien à voir avec les représentations dominantes de l'époque de la guerre. Rappelons brièvement que pendant le déclenchement du conflit en 1914, on avait réactualisé les peurs ancestrales et les clichés concernant l'ennemi héréditaire, le fameux Prussien de 1870, primitif et bestial, comme on disait à l'époque. La France, effectivement, ne faisait que se défendre pour chasser cet envahisseur, d'où l'apparition spontanée, dès les débuts de la guerre, d'une construction très stéréotypée de l'autre. Le thème de la barbarie allemande est ainsi omniprésent dans la presse et dans toute cette fameuse culture visuelle de guerre dont je parlais tout à l'heure. Alors les choses, évidemment, sont bien différentes avec La Grande Illusion, qui traduit en réalité des préoccupations contemporaines. En effet, le couple franco-allemand du film est envisagé d'une manière qui fait sens pour le présent. Il est vrai que depuis 1925, avec les accords de Locarno visant à assurer la sécurité collective en Europe, et l'entrée de l'Allemagne à la Société des Nations, l'ennemi d'hier, ce fameux Prussien maudit, est devenu un partenaire européen qui compte pour maintenir la paix perpétuelle entre les nations, et ce, malgré l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Le film de Renoir, pierre angulaire dans la carrière du cinéaste, demeure l'exemple emblématique de cette authentique volonté de rapprochement des peuples sans pour autant basculer dans le simplisme. L'interprétation de Stroheim à cet égard est tout à fait édifiante. Son personnage à l'apparence austère, sanglé dans un corset, est symptomatique de l'évolution des mentalités. Celui qui avait incarné dès 1918 des rôles d'officiers prussiens tous plus terribles les uns que les autres, contribuant à ancrer dans l'imaginaire collectif l'image du barbare, eh bien, ici, la tendance est totalement inversée, puisqu'il apparaît beaucoup plus humain, même s'il a gardé les attributs du Prussien. Cependant, c'est surtout au niveau du personnage féminin que Renoir innove le plus, montrant une histoire d'amour hors norme entre Maréchal, un aviateur issu d'un milieu populaire joué par Jean Gabin, et Elsa,
joué par l'actrice allemande Dita Parlo, que vous voyez ici à l'écran, qui s'est fait connaître en France pour son rôle dans Au bonheur des dames de Julien Duvivier et L'Atalante de Jean Vigo. Cette histoire d'amour entre ces deux personnages bouleverse les rapports entre les anciens ennemis. La jeune paysanne allemande, veuve de guerre, qui élève seule sa petite fille, non seulement cache 2 Français qui sont évadés, mais elle entame une liaison avec l'un d'eux qui lui redonne la joie de vivre. Et alors, il faut dire un mot sur cette actrice Dita Parlo. Son physique presque enfantin, la douceur qu'elle dégage et la grande sobriété de son jeu contribuent à rendre son personnage très juste et très émouvant. Le couple qu'elle forme avec Gabin est absolument magnifique. Leur histoire est d'autant plus convaincante que l'acteur français, dans le contexte du cinéma de l'époque, renvoie à une image masculine positive et porteuse d'identification pour l'ensemble du public, aussi bien d'ailleurs pour les hommes que pour les femmes. La façon dont Renoir les filme rend la transgression amoureuse nettement plus forte, car on sent bien que de cette rencontre inattendue pourrait naître quelque chose de durable. S'étonnera-t-on que ce soit justement ces scènes-là, d'une Allemande qui se donne à un Français en éprouvant des sentiments pour lui, qui poussera Goebbels à interdire ce film en Allemagne en 1937, et qui poussera également la censure française à en faire autant pour sa reprise sur les écrans 9 ans plus tard. Toujours est-il qu'en 1939, lorsque le film sort, au moment de la drôle de guerre, il va être accusé de prôner l'alliance avec l'ennemi et il sera justement retiré des écrans pour cette raison-là. Le deuxième exemple, Marthe Richard, au service de la France, est un film moins connu, mais qui est un film très très intéressant. Raymond Bernard, qui est son réalisateur, fils du célèbre romancier et auteur dramatique Tristan Bernard, est un cinéaste spécialiste du film historique. Il avait tourné Les Croix de bois en 1932, qui est un film où les femmes étaient totalement absentes, puisque les 2 seules petites références à celle-ci évoquent la crainte obsessionnelle de l'infidélité des épouses et des fiancés. 5 ans plus tard, Bernard va se rattraper en quelque sorte, en consacrant un film au personnage réel de Marthe Richard, connue pour être à l'origine de la loi sur la fermeture des maisons closes en France en 1946. Une ancienne prostituée devenue aviatrice qui, pendant la Première Guerre mondiale, aurait été espionne sous les ordres du capitaine Ladoux. C'est à partir des mémoires romancées de ce dernier et d'un best-seller de Marthe Richard que Bernard Zimmer, le scénariste, et Raymond Bernard vont réaliser ce film. Marthe Richard, espionne au service de la France. Alors, que raconte ce film ? Eh bien, il raconte l'histoire d'une jeune Alsacienne dont la famille a été massacrée par les Allemands en 1914 et qui jure de se venger. Elle décide alors de contacter les services secrets français pour servir la cause de sa patrie, en piégeant le contre-espionnage allemand dont le chef, von Ludow, qui est encore joué par Erich von Stroheim, tombe amoureux d'elle. C'est donc ce que l'on appellerait aujourd'hui un biopic, ce film, c'est-à-dire une fiction racontant l'histoire d'un personnage ayant réellement existé. Le rôle-titre est tenu par Edwige Feuillère, actrice chevronnée qui a quitté la Comédie Française en 1933 pour se consacrer au cinéma et qui, comme le soulignent Noël Birch et Geneviève Cellier dans leur ouvrage La drôle de guerre des sexes du cinéma français, incarne presque toujours à l'écran une femme forte, belle, hautaine et inaccessible. Dès lors, on ne s'étonnera pas que son personnage, mis en scène par Bernard, rompe avec les stéréotypes de l'époque. En fait, il évolue beaucoup entre le début et la fin du film, ce personnage, passant d'une jeune fille un peu soumise aux préjugés masculins à une femme sûre d'elle, autonome et responsable. Dans Marthe Richard, espionne au service de la France, les hommes rivalisent en virilité, chacun cherchant à se servir des femmes et à les posséder avant de s'en débarrasser sans aucun scrupule. C'est le sort notamment qui est réservé à un autre personnage du film, la célèbre espionne Mata Hari, alias H21, qui finit par être méprisée, traitée de garce et trahie par son supérieur et amant, le fameux von Ludow. À ce titre, les dialogues des officiers français qui choisissent Marthe comme agent du renseignement sont symptomatiques. « C'est une femme qu'il nous faudrait, dit le chef du 5e bureau, une femme perfide », reprend son collègue, avant d'ajouter « Les femmes jouent facilement la comédie
et elle dispose de moyens irrésistibles. Mais la misogynie ambiante et les rapports de pouvoir entre les sexes changent au fur et à mesure du récit. Marthe finit par s'imposer et maîtriser aussi bien son destin personnel que celui du pays. Son ennemi juré, que l'on voit ici en face d'elle et qu'elle menace d'une arme, l'espion allemand von Lüdow, vaincu par elle, n'aura plus qu'à se suicider à la fin du film. Cependant, il est intéressant de noter que cette figure d'autorité féminine n'est jamais idéalisée par le cinéaste, qui montre au contraire que la reconnaissance de son statut n'est pas acquise, loin s'en faut. J'en veux pour preuve la dernière séquence du film, où Marthe assiste au défilé de la Victoire en 1919 sur les Champs-Élysées. Vêtue d'un imperméable et d'un chapeau qui lui donne une apparence assez masculine, conforme à son nouveau statut, une tenue très éloignée des robes élégantes qu'elle portait auparavant, Marthe va être subitement remise à sa place par la société et ses préjugés. En effet, alors qu'elle s'approche du premier rang pour mieux voir les troupes qui défilent, une femme en noir la repousse en déclarant que les places sont réservées aux veuves de guerre. Marthe s'excuse et s'efface. La citoyenne ordinaire devenue héroïne de guerre au service de son pays, une héroïne de l'ombre, pourrait-on dire, n'est pas reconnue. Une telle scène peut inciter les spectateurs à remettre en question l'histoire officielle écrite par les hommes. Paradis perdu d'Abel Gance. Gance, il est très connu évidemment pour être un des cinéastes majeurs de l'époque du muet, avec J'accuse, Laroue, Napoléon. Il revient sur la Grande Guerre à la fin des années 30 pour convaincre les contemporains de sauver la paix. Il est vrai que la situation internationale, avec l'apparition des régimes dictatoriaux, s'est alors beaucoup dégradée. En mars 1935, Hitler a rétabli le service militaire obligatoire et l'année 1936 a été marquée par le début de la guerre civile espagnole et l'invasion de l'Éthiopie par les troupes mussoliniennes. À peine 10 ans après le pacte Briand-Kellogg qui déclarait la guerre hors la loi, les belles promesses de paix universelle auxquelles Gance s'était attaché ont volé en éclats. Mais c'est de Paradis perdu dont je voudrais dire quelques mots. Gance tourne entièrement ce film en studio en 1939. Il s'agit d'une idylle qui se noue un soir de 14 juillet de la Belle Époque à Paris. Pierre Leblanc, joué par Fernand Gravé, jeune peintre sans le sou, tombe éperdument amoureux de la charmante Janine qui travaille chez un couturier et la demande en mariage. Le bonheur est à son comble, jusqu'au jour où la guerre éclate, en août 1914, obligeant aussi ainsi Pierre à partir au front. C'est là qu'il apprend qu'il est devenu père, mais que Janine est morte en donnant naissance à leur fille Jeannette. Fou de chagrin, Pierre tente de mourir avant de décider d'abandonner cette dernière, jusqu'au jour où leurs chemins se recroisent plusieurs années après. Ce film de grande qualité, nuancé et sensible, qui passe de la comédie légère au mélodrame, raconte l'histoire hors du commun d'un amour absolu de courte durée, qui devient éternel, fidèle par-delà la tombe, par l'intensité des sentiments du personnage masculin. Mais c'est surtout le rayonnement du personnage féminin qui est au centre du récit. Il est vrai que l'exquise Micheline Prel, jouant le double rôle de Janine en brune et de sa fille Jeannette en blonde, donc elle joue les deux rôles, par ses postures, par ses mouvements, ses expressions et sa fraîcheur naturelle, atteint ici le sommet de sa carrière de jeune première. Son visage et son regard, souvent filmés en gros plan par la caméra de Christian Matras, sont absolument lumineux. Sorti en pleine drôle de guerre, Paradis perdu touche d'autant plus les spectateurs de 1940 qu'ils subissent exactement la même épreuve, celle de la séparation, que les personnages qui sont à l'écran. L'émotion intense suscitée par le film de Gance, François Truffaut, qui est alors jeune spectateur, en témoignera plus tard, découle du fait qu'il montre qu'à l'intérieur des grands drames collectifs, il y a des drames personnels tout aussi importants. Il tient aussi au caractère intime de l'œuvre, qui est elle-même une réécriture de la propre vie du cinéaste. En effet, la mort en couche de Janine, épuisée par le travail en usine que l'on voit dans le film et qui a été sa contribution à l'effort de guerre, fait écho à la mort de la compagne d'Abel Gance, Ida Danis, emportée par la grippe espagnole en 1921, une perte dont le cinéaste ne se remettra jamais.
Paradis perdu est en réalité un éloge du culte des morts. Il porte sur la puissance des souvenirs, la nostalgie du passé, et à ce titre regorge de moyens de ne pas oublier les disparus, en l'occurrence l'épouse du personnage masculin. Dans le film de Gans, Pierre Leblanc ne cesse de peindre le portrait de Janine et conserve pieusement ses photographies, ses vêtements, ses bijoux, ainsi que le cylindre phonographique où elle a enregistré sa voix, fredonnant la chanson de leur rencontre. Certes, on pourrait reprocher à Gans dans Paradis perdu une certaine fétichisation de la figure féminine, mais ce serait oublier la façon très originale dont, d'une part, il met en scène le corps et les moyens expressifs de son actrice, et d'autre part, il aborde à la fois les rapports de couple et la question de la paternité en temps de guerre. Cependant, sur ce point, il faut noter que la relation de Leblanc avec sa fille Jeannette laisse parfois planer une tentation incestuelle, comme souvent dans le cinéma de Gans. Le dernier cas, c'est un film qui s'appelle Le Déserteur de Léonide Mogui. Alors c'est une œuvre beaucoup moins connue que les précédentes. Son metteur en scène, de son vrai nom Léonid Mogilevski, c'est un Russe d'origine juive, exilé en France en 1929, qui a été d'abord monteur et qui va être apprécié en tant que monteur avant de devenir un cinéaste de talent. Le Déserteur, un titre jugé très subversif par la censure gouvernementale française, qui pense, après la déclaration de la guerre à l'Allemagne, qu'il pourrait constituer un encouragement au refus militaire, va être renommé « Je t'attendrai » lors de sa sortie en salle au mois de décembre 1939. Au même moment, on peut noter que Le Quai des Brumes de Carnet-Prévert est interdit pour des raisons similaires. L'histoire de ce film se passe en 1918, d'où le sous-titre imposé d'ailleurs par les censeurs, je cite, « Film de guerre, d'amour et de courage, inspiré par 14-18, actuel en 1940. » On y découvre, pendant l'arrêt d'un train transportant des troupes, suite à un bombardement allemand, un jeune soldat français, Paul Marchand, qui est joué par Jean-Pierre Aumont, qui s'échappe, prenant le risque de la désertion pour rejoindre ses parents dans un village qui est situé à proximité de la voie ferrée. Il veut surtout revoir Marie, qui est jouée par Corinne Lucher, une jeune orpheline qui était domestique dans sa famille. Mais cette dernière, chassée par la mère de Paul, une femme jalouse et mesquine, est désormais servante dans une cantine militaire où le patron, un homme répugnant et libidineux, la harcèle en permanence. Paul retrouve Marie, lui avoue son amour et veut la ramener chez lui afin de l'imposer à ses parents. Marie résiste d'abord puis accepte, mais le cantonnier refuse de la laisser partir et menace le jeune couple. De manière très originale sur le plan narratif et spatio-temporel, la durée de l'action correspond exactement à celle du film. Tout dans Le Déserteur, tourné en décor réel dans les environs de Chartres, baigne dans une atmosphère lugubre et sordide. L'esthétique grisâtre des images du chef opérateur Robert Lefebvre, où règne le brouillard et la gadoue, contribue à renforcer le sentiment de malaise qui se dégage du scénario de Jacques Campanès, Michel Deligne et Jean Orange, ainsi que des dialogues très fins de Marcel Achard. Les parents de Paul sont présentés comme des gens ignobles, détestables par certains aspects. Ils ont notamment intercepté toutes les lettres que leur fils envoyait du front à sa fiancée pour la détourner de lui. Certaines scènes concernant les rapports intergénérationnels sont d'une cruauté stupéfiante. Mais le personnage le plus ignoble est le patron du bistrot où travaille la jeune Marie, un profiteur de guerre que seul l'argent intéresse et qui est profondément misogyne. D'une façon générale, le film tente à dénoncer le sacrifice des jeunes par leurs aînés. Il porte en effet sur le décalage entre les aspirations au bonheur des premiers et l'autoritarisme des seconds, critiquant sévèrement au passage la famille, le poids du patriarcat défaillant et des préjugés sociaux. La dimension résolument pacifiste et libertaire de l'œuvre, ainsi que le ton adopté, expliquent les réactions de rejet qu'elle provoqua lors de sa sortie. Cette vision cynique de la société française en temps de guerre est finalement assez prémonitoire dans le contexte de la défaite et de la mise en place du régime de Vichy par le maréchal Pétain, fait beaucoup songer au Diable au corps de Claude Autant-Lara qui fera scandale en 1947. Corinne Lucher, que vous voyez ici à l'écran, très jeune, elle a 18 ans au moment du tournage, a connu un début de carrière fulgurant 2 ans plus tôt avec Prison sans barreaux du même Léonide Mogui.
Une carrière éphémère qui sera brisée brutalement pendant l'occupation lorsque Corinne Luchaire sera accusée de collaboration, dont on connaît mieux les tenants et les aboutissants depuis certains travaux. Luchaire, indéniablement, incarne une figure de féminité très différente des autres actrices de l'époque. Blonde, racée, à la forte personnalité, elle est, pourrait-on dire, belle et rebelle à la fois. Les journalistes qui l'aperçoivent immédiatement comme l'archétype de la séductrice menaçante la décrivent comme une des 3 vampes du cinéma français de l'époque, aux côtés d'Annabella et de Viviane Romance. Sa performance dans Le Déserteur et son style de jeu très moderne nuancent cette affirmation simpliste. Elle parvient en effet, avec beaucoup de naturel et de finesse, à nous faire sentir que le passage à l'âge adulte équivaut à un renoncement à l'idéalisme de l'enfance. La prise en main de son destin est d'autant plus crédible à l'écran, a fortiori quand on connaît la fin tragique de Corinne Luchaire qui a été foudroyée en plein vol. En guise de conclusion, je dirais que ces 4 exemples ici sommairement analysés montrent bien comment une partie du cinéma français, à la fin des années 30, a reconsidéré les rôles assignés aux femmes dans la Grande Guerre, en accordant plus de place aux personnages féminins dans le récit, à leur vie intime, à leurs aspirations, et en faisant appel à de jeunes actrices talentueuses pour les incarner. Les films de Renoir, Bernard, Gans et Mogui, dans des registres différents mais complémentaires, modifient les normes de genre et donnent des femmes une vision moins stéréotypée que dans les productions antérieures. En présentant des profils sociaux et des expériences variées, ils permettent de sortir de l'opposition schématique entre l'héroïne et la victime en temps de guerre. En montrant des femmes fortes, déterminées dans leurs choix et surtout très autonomes malgré le carcan d'une société patriarcale, ces films offrent aussi au public une image plus complexe des relations entre hommes et femmes, en articulant notamment sur l'écran le passé, celui de la Première Guerre mondiale, avec des problématiques du présent. La façon d'appréhender la question féminine au cinéma dans un contexte politique plus progressiste, dans le sillage du Front populaire, mais également face à la montée des périls et des nouveaux risques de guerre en Europe, tend ainsi à conférer une dimension inédite à l'émancipation et à l'engagement des femmes. Je vous remercie pour votre attention. それでは、3人目の発表者のご紹介をしたいと思います。木下千佳先生は、京都大学大学院人間環境研究科教授でいらっしゃいまして、映画研究がご専門でございます。とりわけ、溝口健二論映画の美学と政治学2016年法政大学出版局から刊行されました本で、芸術選奨新人賞を受賞されていらっしゃいます。その溝口がですね、植民地主義や、女性の人権順利、そういった、女性の身体をどのように描いたのかといったあたりですかね、あるいは占領下の女性の解放といったような、そういったまさに女性と映画の関係といったことを中心にですね、さまざまなショットを分析記述し、また、一次資料をいろいろと精査された形で、この考察というものが評価されたというふうに伺っております。映画史、映画理論だけではなくて、さらに身体あるいはジェンダー論といった形で学際的な形で研究をされていらっしゃる先生です。本日のご発表は水木陽子のインドシナ浮雲最高ということで、それではよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。この度は、シンポジウム両大戦歓喜フランスの表彰女性戦争植民地にお招きくださり大変光栄です。私は日本映画史を専門にしており、留学先もアメリカでしたので、日本の人文学ではとても大切な外国語のバックグラウンドから言っても門外漢で、研究対象に若干のズレがあることは自覚しているだけに感謝の気持ちはひとしおです。しかしながら今回の私の論文の女性脚本家水木陽子の東南アジア経験という主題につながるも
問題関心は、思えばフランス文学家との出会いが端緒になっています。マルグリット・デュアラスが書いたり監督したりした映画作品に出会う、それよりもずっと前に、耳戸島の少女の頃に日本語に翻訳された愛人や北の愛人を読み、植民地とは何か、そこに育つとはどういうことか、そこで異人種の年上の男と密会するとはどういうことか、などなど思い巡らせていたからです。日本が台湾と朝鮮を植民地として支配し、中国大陸の一部や東南アジアを侵略し、占領していたことは知っていましたが、そうした歴史の痕跡を映画の一部や東南アジアをや映画テクストに見出し、さらにジェンダーの視点から分析するようになるのは、ずっと後のことになりました。北米の映画研究や東アジア研究の文脈に身を置くようになってからです。で、以上は思い出話というだけではなく、私自身の日本人女性研究者としての道のりを歴史化しようとする試みでもあります。つまり1980年代のバブル時代に少女時代を過ごした私は、1990年代前半にジェンダーや植民地主義に関心を持ちつつも、一方で成瀬みきおの映画作品浮雲に傾倒してシネフィル仲間たちとそのろうそく証明について語り合っていました。それでいて、当時の日本で交流していた日本女性文化人の侵略戦争や植民主主義への積極的な協力、従軍慰安婦をはじめとした戦時性暴力などの問題についての研究や運動とはすれ違っていたのです。こうしてそのすれ違いを正す機会が訪れて幸いです。本発表は水木陽子の南方徴用経験を糸口に、彼女が脚本を書いた成瀬みきおの浮雲、1955年に新しい光を当て、本作が終焉化された女性の視点を取ることで優れてポストコロニアルな映画になっていることを明らかにします。なお、今更とお思いかもしれませんが、確認すると、ポストコロニアリズムとは植民地主義が非支配者支配者の両側において形成した社会制度、アーカイブ、テクスト、そしてそれらに刻み込まれたトラウマを批判的に検討する立場を指します。浮雲は林芙美子の小説、成瀬の映画ともに日本の戦後を代表する作品として発表当時から高い評価を受け、ポストコロニアルな視点も含めて豊かな先行研究が存在します。水木陽子の脚本についても、こちらにいらっしゃる先ほどご発表になった大久保清明さんが一次資料に基づく丹念な分析を重ねておられます。で、それらを踏まえた上で、資料と映画テクストの読みをしていきたいと思っています。分析の過程で映画にとっては脚本とは何かという大きな問いにも取り組むつもりです。資料の閲覧をお許しくださった市川市文学ミュージアムの平沢様、関口様に深く御礼申し上げます。で、都度に指摘される通り、映画浮雲は林芙美子の小説のかなり忠実な本案であり、セリフもしばしば原作のものがそのまま使われていますし、あらすじのレベルで影響するような大きな変更はなされていません。あらすじは、以下の通りです。で、これは日本語なのですが読みます。幸田由紀子は日本占領下にある仏印のダラットにタイピストとして派遣され、農林省の技官富岡健吾と恋に落ちる。日本の敗戦に伴い2人は別々に引き上げる。富岡は役所を辞めて材木の商売に手を出し、別れるはずだった妻邦子とやはり暮らしているが、しかし、由紀子との関係は続き、やがて由紀子はアメリカ人の愛人になって食いつなぐ。由紀子と富岡は心中しようかと伊香保温泉に行き、バーの主人向井とその若妻おせいと出会う。おせいと富岡はできてしまい、東京で同棲するが、追ってきた向井はおせいを視察する。妊娠が分かった由紀子は結局新興宗教で金儲けをしている義兄の伊庭に中絶費用を出してもらい、愛人になる。
静岡から上京して伊庭夫妻の家に世話になっていた若い由紀子は伊庭に強姦され、続く関係から逃れるため南方に渡ったという過去があった。富岡の郷里にいた邦子が、病死し、富岡は由紀子にその葬式代を借りに来る。由紀子は伊庭の金を持ち逃げし、役所に復帰して屋久島へ渡る富岡に同行する。途中で具合が悪くなった由紀子は、屋久島で死ぬという物語です。で、この後成瀬幹雄監督と、それから林芙美子については非常に有名な映画監督と作家ですので、この写真だけということで、はい、で、水木陽子もしかしまた、戦後日本映画を代表する脚本家の一人です。水木は1910年東京の京橋で裕福な問屋に生まれ、芝居や文芸に親しんで何不自由なく育ちました。東京府立第一高等女学校卒業後、日本女子大学を経て文化学院を卒業しました。つまり戦前日本の 女性に国内で可能だった最も高い教育を受けたということです。1932年に左翼劇場に女優として出演し、1935年にクレオパトラ美容室で商業演劇の劇作家としてデビュー。そしてやがてラジオドラマにも活躍の場を広げました。戦後ロシア語の師であった脚本家の矢住俊夫の勧めで亀井文夫監督「女の一生」モンパッサンではなくて原作は徳永素直ですの、脚本で映画の脚本を書き始めます。で、戦前の日本映画界には林芳子、鈴木紀子、水島あやめなどごく少数ながら女性脚本家がいたのですが、映画界も日本全体も極端な男社会だったためキャリアが長続きせず、連合軍占領末期のこの時期は女性脚本家は皆無の状態でした。で、日本映画の第二の黄金時代である1950年代、水木は最も高く評価され輝いている脚本家でした。水木は1960でまたキネマ旬報の賞などもたくさんもらっているんですが、1960年から61年日本シナリオ作家協会の理事長を務めています。で、同協会は1936年に設立された映画テレビの脚本家の協同組合で、日本のライターズギルドと言ってもいいと思うんですけれども、つい昨年まで水木はこの協会の歴史における唯一の女性理事長でした。この点はあまりこれまで強調されてこなかったので何度も繰り返し述べたいと思います。で、また私が知る限り水木は撮影所システム時代の日本にあって最も一貫してかつ意識的にフェミニストとして発言を続けた女性映画人です。例えばということでこのスライドなんですけれども、これはキネマ旬報1953年3月下旬号に掲載された写真付きの記事です。で、このテクストには毅然とした男勝りの風貌、羽織着物の好みも渋く、どことなく近寄りにくい感じがする。言うならば女らしい甘さが乏しい感じだ。重略。言葉つきは幾分存在だが、水木さんに会った人は誰でもきっと人好きのするおばさんだなと思うだろう。このおばさん、タバコも吸うし、お酒も相当にいけるのだから、なかなかに話せる。にちゃにちゃするような女の甘さはないかもしれないが、女の優しさに欠けているわけではないとあります。この匿名記事の問題点について現代ではわざわざ細かく指摘する必要はないと思います。重要なのは水木がこの後すぐ月刊誌文藝春秋市場で即座にこれに応答していることです。で、右こっちにありますが、36、7から40ともなれば男は働き盛りでこれからと言われるのに、女は職場でおばさんなどと言われる。公の席上でもあの年増と言われ、公開の文書で30女などと書かれる。そして色気があるとかないとか、一体これは何の価値基準として言われなければならないのだろう。しかも自分と同年配または年上の男性が仕事に即してわざわざこういう言い方を付け加える。
こうした問題は決して些細なことではありません。水木は社会におけるこうしたマイクロアグレッション、あまりマイクロではないかもしれませんが、を鋭敏に感じ取り、的確に概念化、言語化する能力に恵まれており、その力は脚本家としての彼女の資質と不可分でした。では、社会の差別構造に対する鋭い感覚を持つフェミニスト脚本家は、南方徴用にどのように応じていたのでしょうか。南方徴用とは、民間人が国家総動員法、国民徴用法によって徴用されて、戦地もしくは占領地であった、東南アジアに送られ、陸海軍に軍属として勤務したことを指します。任期は通常では1年。作家や批評家、画家、漫画家、映画作家などの文化人やジャーナリストの場合は、職務内容は戦地のレポートや寄稿文を発表して、日本の戦争と大東亜共栄圏を正当化し、抗議のプロパガンダに奉仕することでした。1942年10月末、林芙美子、三河紀代、小山糸子、安倍津也子らとともに従軍女流作家として水木陽子も陸軍に徴用されます。そして、10月末に、広島県宇品を立ち、シンガポールに向かいます。11月16日にシンガポールに到着し、林芙美子は11月23日にはマレーシアのジョーホールに立ち、最終的にインドネシアに向かっています。水木も12月6日、船でラングーンに立ちました。7日間の船旅を経て、12月12日にラングーンに着き、1943年3月2日までビルマに滞在、各地を視察し、日本語新聞ビルマ新聞に滞在記を連載しました。タイ、シンガポールを経て3月末に帰国し、その間に雑誌に発表した寄稿文や印象記をアラカンの聞くという題でまとめ、1944年に出版しています。このような女性作家の南方徴用については、1980年代以降、研究が進められています。まず、こうした研究の出発点となるのは、戦争とは男性が男性原理に基づいて起こすものであって、女性はその無力な被害者であるという、いまだにしばしば繰り返される考えを疑うことです。女性は戦前の日本社会において、参政権もなく、フランスもなかったですけれども、財政については、近地産者と同じ扱いを受け、で高等教育の機会を奪われるなど、男性に対して不平等な地位に置かれていました。総動員体制はこのように列位に置かれ、終焉化された女性たちを包摂し、役割を与え、積極的に戦争参加する主体として国民化していく装置であったとも言えます。こうしたプロセスにおいて、非支配者、非占領者たる東南アジア人は、見下し教育対象とすべき他者として重要な意味を持ちました。水木陽子の南方徴用がまず、こうした女たちの戦争責任であるとか、15の女性の国民化という枠組みで捉えられなければならないのは言うまでもありません。ここで私がお示しする映画テクストの読みのストラテジーは、林芙美子、水木陽子、そして、映画の主人公の、由紀子の3人を女性というジェンダーによって、さらには娘、妻、母という規範的な、つまり男性との関係によって規定される家父長的な役割からの逸脱によって、まず捉えることです。それからさらに、このもう一つ、日本の占領地、外地という辺境に彼女たちは送られています。しかもそこで正直言って必要なのだか何なんだかわからない曖昧な任務になって、でしかしながら大日本帝国軍によって徴用されている非常に曖昧な立場によって、彼女たちは三重に終焉化された存在だというふうに見なすことができます。でこうしたポジショナリティを原作者、脚本家、登場人物の3者に見出すことには、浮雲を見る読む上でとりわけ利点があると考えます。なぜならそれは、これまで多くの浮雲のポストコロニアルな読み手たちが
繰り返してきたそれなりの説得力のある解釈を疑うことができるからです。その解釈というのは、戦争中侵略者植民者として福音ダラットという楽園で散々いい思いをしてきた富岡と由紀子は、敗戦後の内地で飢え堕落してゆく、これは当然の報いであるという解釈です。周辺化されたポジショナリティは、この3者を決して、というのは、林、水木、由紀子を侵略者、植民者として行った侵略と収奪から免罪するものではありません。そう確認した上で、しかし水田紀子が戦略的な論文の中で示したように、日本の官僚組織の中で意義ある役割を担い、内地には妻や母がいる富岡は、どんなに自堕落な生活を送っていようとも、彼女たちとは決定的に違うというふうなことを指摘したいと思います。南方に徴用された女性作家たちの任務は、女性の視点から大東亜共栄圏のイデオロギーを正当化し、日本軍人の真摯な働きぶりを主に銃後に向けて伝えるというものでした。水木もビルマの男性政治家の妻や女性作家と会ってレポートしたり、兵隊さんの素直で真面目な様を伝えたり、そのような文章をいくつか書いています。で、その中でビルマ女性の発言として、どうぞ日本の婦人たちに伝えてください。日本の人の心の美しさをどうぞ私たちにも教えてください。私たちのお姉さんとしてどうぞ指導してくださいますように、閉じなどと言わせている記事もあります。日本は兄あるいは姉として他のアジア諸国を西洋のくびきから解き放ち、近代化へと導くと言われていたからです。しかし、例えば、そういう記事もあるのですが、例えばビルマの駐留家庭に招かれた様子を記した記事には、パワフルにごちそうを振る舞うキャリアウーマンの母と姉妹と、それに対して何もせずに所在投げに立っているその兄弟たちに対する鋭い観察眼と繊細なユーモアが現れているものもあります。もちろんこうした描写は遅れたビルマ像を生み出し、占領を正当化するために使われる可能性もありますが、家庭の空間におけるマイクロな権力関係に好奇心を持ってフラットな目を向けていることが伝わります。しかし、徴用された女性文化人の立場は微妙なものでした。活字になる出版物にはネガティブな経験はもちろん書かれていませんが、物見遊山に来られてもというほどではないにしても、軍人や軍属や他の男性文化人などに軽んじられることもありました。逆にしかし、こうした曖昧な立場であるからこそ気づくこともありました。少なくとも水木は1942年12月10日、シンガポールからラングーンに向かう船の中でつけた日記に、司政官として赴任する官僚たちについて、彼らは高等官というのを鼻の下にぶら下げて、少しでも他より優に立とうとし、鼻持ちならぬ連中である、と辛辣な意見を官僚について書きつけています。さらに兵隊について、そして彼らはこともなげに現地の女をバツバツした話をしている。インドネシアはダメだとか、どうだとか無邪気に語る中に、聞いている者には恐ろしい感じがした。というふうに記しています。バツバツとは強姦のことだと思われます。でこのような視点を水木は持っていたということを確認した上で、テクスト分析に移りたいと思います。水木陽子は1954年の11月に私のシナリオ作法という文章を発表しています。13ページ余りの短いものですが、キャリアの絶頂期にあった脚本家が非常に具体的に創作の作法を改善しており、浮雲の執筆時期と重なっていて有益な二次資料です。その中で水木はこの箱書きの重要性を強調しています。箱書きは私が知る限り、日本の映画文化に独特の脚本執筆のプロセスであり、実際のセリフとと書きの執筆に先立って映画の時空間の構成、映画ナラトロジーの用語で言うならば、ストーリー、プロット、スクリーンの、持続と順序配列を一覧性のある形式で視覚化するものです。
浮雲の箱書きについては、大久保さんが博士論文で詳細な検討を加えておられますので、ご参照ください。現在、水木陽子の浮雲の箱書きはすべてデジタル化されており、どなたでもこちらで、閲覧可能です。小説でも脚本でも映画でも、浮雲は引き上げてきた由紀子が帰り着いた敦賀港から始まります。林芙美子の原作では敦賀の町の宿屋での情景がありますが、箱書きを見るとこの時点ですでに水木が引き上げという歴史的にも浮雲の作品世界にとっても重要なエピソードを港のショットだけに圧縮することを決めていたことが分かります。水木のト書きを見てみましょう。見ます。フェードイン、敦賀港、諸島、南方からの引き上げ者たちが船から降りてくる、慰安婦、芸者のたちの群れ、そして看護婦、タイピスト、事務員風のおびただしい女ばかりの群れの中に、冬支度のない幸田由紀子もいる。出迎えの人々に涙の抱擁をする中を、由紀子は一人揉まれていく。これは林の原作第一章の宿屋における以下のようなくだりに基づいていると思われます。由紀子は宿屋にいて、廊下からは女たちが挨拶する声が聞こえます。すいませんなんかフランス語がちょっと不出来なもので英語訳をちょっと載せてしまいましたが、読みます。女の声を聞いていってると、由紀子はあの女たちもそれぞれの故郷へ戻っていくのだろうと誘われる気がした。由紀子が船で聞いたところによると、芸者たちはプノンペンの料理屋で働いていたのだそうで、2年の年季で来ていた。芸者とは言っても軍で呼び寄せた慰安婦である。解剖の収容所に集まった女たちには看護婦やタイピストや事務員のような女もいたが、大方は慰安婦の群れであった。こんなにもたくさん日本の女が来ていたのかと思うほど、それぞれの都会から慰安婦が解剖へ集まってきた。で、上述のシナリオ作法において、水木はト書きでは要するに、画面が目に浮かぶことが第一であり、カメラがどこに焦点を置くかを読んでいて自然に分かるような文章がいいのだと私は思うと述べています。ここで水木が言う焦点はカメラのフォーカスというリテラルな意味ではありません。でその1ページだとすぐに、例を出して詳しく述べています。同じ夫婦喧嘩が行われている場面でも、女のアップから入るか、2人の論語から入るか、後ろ向きか、2人の膝からか、いろいろ考えられるのだが、脚本に関する限りその作者が絶対にこれと狙った焦点はたった一つしかないと思う。それがト書きの中にピンと感じられるような文章、しかも画調とテンポを意識に置いた文章が必要であると私は思う。それでは先ほどお示しした冒頭のト書きにおいて、原作から水木が受け継ぎ、自らの、これですね、自らの、経験もおそらくは注ぎ込んで、これと狙った焦点とは何でしょうか。私が思うに、引き上げてきた由紀子が性労働者をはじめとした女たちの一人であること、女たちと共にあること、そしてかつ肉親に迎えられることもない一人であることではないでしょうか。で、映画の冒頭というのはどうなっているかというと、これはそうですね、スクリーンショットでお見せします。で、まず、これが最初こう始まって、2ショット目が、こんな感じで、この3ショット目4ショット目になるんですけれども、この4ショットのうち最初の3つは日本ニュース第6号の映像を使い回したことが大久保清明さんの研究のおかげで明らかになっています。水木がマークした焦点がどの程度伝わっているのかは疑問です。4ショット目はニュース映画の映像ではなく、高峰秀子とエキストラのハイタッチで撮影したことが伺えますが、成瀬としては彼女たちの素性を明らかにする細部に観客の注意を誘っていて、いざなっていてはもたもたしてしまうと思ったのではないでしょうか。1ショットだけです。水木もまた映画の流れには非常に敏感でした。しかし水木の焦点は少なくとも成瀬には郵便に語りかけていただけたはずで、周りを見ると女性たちであるということは分かります。で、最初の、10分か15分ほど敗戦後の東京での富岡と由紀子の開口に重ねて、緩やかにしかしはっきりと由紀子の回想であるという形で、ダラットでのグラマラスな生活と2人の出会いのシーンが挿入されていきます。
まず出会いのシーンですが、荒廃した東京の郊外、脚本では目白で、映画では代々木上原になっています。で、着替えてくるという富岡を待つ由紀子のもとに、ところに、ショットに、階層がディゾルブで重ねられます。脚本ではこうなっています。で、ここは読み上げることなく、ちょっと見ていただければと思うんですけれども、まず富岡がまず見違えるほど瀟洒な姿でテラスで上がってくるっていうふうに書いてあって、でちょっと後で後で戻りますね、すいません。でこれが映画ではこうなっています。それで、ここで私が述べたいのは、成瀬は水木の焦点を受け止め、それをより明瞭にする形で演出編集を行っているということです。この回想は由紀子の先ほど出てきた爽やかな、姿で始まっていました。で白い絹ではないんですが、後で白いワンピースは出てきます。で多くの論者が指摘した通り、小説浮雲が富岡も含む複数の視点あるいは心理的フィルターを通して語られるのに対して、映画浮雲は由紀子の視点から、もちろんリテラルな視点ショットではありませんが、視点から語られています。でそれは水木が箱書きの時点で明確に決定していることです。で成瀬はだからこそ、このシーンは、由紀子のまず階段を降りてくるところから始め、そしてこのミディアムクロースアップと言ってもいいようなウエストから上のショットを最初に持ってきています。で、それでフラッシュバックをこういうふうにその人のミディアムクロスアップなどを織り交ぜてフラッシュバックを始めるというのはフラッシュバックの定石だと思います。しかし成瀬が原作に基づいてここに加えた点もあります。富岡と由紀子はサイゴンのホテルで互いを認識しているということです。そのため映画は3ショット目ですね、3ショット目のロングショット、ここで、これがさらにそれなんですけれども、ロングショットの中で、2人のアイコンタクト会釈を示し、その前のセリフ、脚本にあった富岡の一面識もないですというふうなセリフを消去しています。しかし2人の公式な出会いという物語内の重要な出来事以上に、私が注意を促したいのはなぜかといえば、水木と成瀬が明らかに注意を促しているからですが、安南人の女中と呼ばれるキャラクターです。でこれがこういうふうにまず富岡が入ってきて、で、由紀子も招き入れられ、こうやってやり取りがあって、で視線を交わし挨拶し、富岡が出ていこうとするんですが、ここで、安南の女中というのが入ってきます。そして、はいすいません。でここでの彼女のクロースアップと言ってもいいようなものだと思うんですが、それはただごとではありません。もちろん彼女は東宝撮影所の日本人女優である森恵子によって演じられており、今日の価値基準からいればブラウンフェイスや文化的横領というふうに言い得るかもしれません。ただ紛れもなく2人の日本人男性同僚たち以上にキャラクターとして描かれています。原作を読んだ者は、彼女がニウという名前であり、年は30ほど、富岡の子供を宿し、金を与えられて故郷の村に帰され、そこで出産したということを知っています。でこのエピソードは脚本の段階で水木によって削ぎ落とされていますが、得体の知れない重みがダラットでの2つのシークエンスにおける彼女の所作と眼差しに重点されています。ダラットでのディナーのシーンでも彼女の存在、由紀子との緊張関係が、強調されています。でこのシーンで水木は原作にあるセリフをほぼそのまましかし再考して使っていますが、安南人の女中を焦点として、一つの重要な焦点として下記のようなと書きを書いています。で要するに
はい、すいません、こういうふうにコントロールを持ってこさせるというようなものです。で、最初で映画の方でどういうふうになっているかというふうに言いますと、これがフラッシュバックが始まる前ですね。フラッシュバックの中でこうやって2人がディナーで最初に語り合う、年齢を聞いたりするっていうところがあるんですが、ここで、コアントロを頼み彼女がやってきます。それで、この、カメラ位置によって彼女が、ちゃんとよく見えるようになっています。でその後、灰を肩についた灰を払うということになっていたんですが、ここでは彼女が、わざわざトラッキングショットを使ってドリーですね、なんか彼女が動くところを追い、そして、彼女と富岡のアイコンタクトをこのように描いています。原作を読んでいない観客はどの程度アンナの女中に気づくのでしょうか。私は30年以上前、初めてこの作品を見た時から彼女のことが気になって仕方がありません。しかし彼女の存在は画面に登場する時気に留めなかった観客にとっても後にある程度明らかになります。スクリーンタイムにして十数分の後、ユキコはアメリカ人青年GI のジョーとの関係を富岡に説明します。富岡、どうして知り合ったんだって、そういうふうに書いてあるわけですけれども、ここであなたがアンナの女中を可愛がっていた気持ちと同じよというセリフが出てきます。で、すなわちユキコは軍事占領という圧倒的に非対称なジェンダー化された権力関係の中で、まさにそうした権力関係を具現する関係として富岡と安南人の女中があり、かつ日本の敗戦後連合軍による占領下では彼女の立場は変わって、ジョーと彼女がまさに、ノーマンフィールドがいうところの支配としてのセックスを具現することになるというふうに分かって発言しているわけです。そしてこうした権力関係についての反省的再帰的、リフレクシブな思考は林芙美子、水木陽子、由紀子が共有した終焉化されたポジショナリティによって可能になったものだと思います。そして成瀬みきおはその類まれなるジェンダーと映画に対関する知性によってこれを受け止め画面として結実させることができたのです。私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。